La femme est synonyme de pouvoir, de sagesse, mais également d'humilité. Nous sommes le 8 mars 2025. Le plaisir est pour moi encore une fois de vous servir dans cette émission Zénith sur Coloma, mais surtout en cette journée internationale de la fête des femmes. On l'appelle comme ça, mais sinon, c'est les droits des femmes. Alors, merci encore une fois de préférer la télévision nationale pour vous informer et vous divertir à travers cette émission. Un plateau assez garni aujourd'hui, puisqu'elles ont des parcours différents, mais elles sont aussi inspirantes l'une que l'autre. Nous avons sur ce plateau deux invités de taille, mais bien avant, je vais commencer par Kankou Berete. C'est vrai, on n'est pas encore femme, mais on n'est pas très loin. Kankou, bonjour. Bonjour Kadeka. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va, ça se passe? Ça va. Super. Et comme je l'ai dit, nous avons deux invités de taille sur ce plateau. Le Laboratoire national de la géologie, une direction stratégique du ministère des Mines et de la Géologie, est tenue depuis quelques années par une brave dame qui a engagé des réformes profondes pour le bien de l'analyse, bien sûr, des échantillons miniers en Guinée. Actuellement, avec diligence, bien sûr, du président de la République et du soutien du ministre des Mines, deux représentants du laboratoire national se trouvent auprès de toutes les sociétés minières pour avoir une idée sur tous les échantillonnages. À l'arrivée du CNRD au pouvoir, les équipements de dernière génération ont été achetés pour rendre le laboratoire plus performant. Malheureusement, l'incendie du dépôt central de Kaloum a tout consumé. Et cela, c'était mal connaître la volonté, l'engagement et la détermination de Mme Odia Magasuba et son équipe. Grâce à l'appui de l'État, le laboratoire national renaît de ses cendres, cette fois-ci du côté de Komandaï, pour faire des travaux d'analyse, une aubaine pour l'État guinéen. Pour célébrer la journée des femmes, bien sûr, nous avons fait appel à la directrice générale du laboratoire pour parler des acquis, des défis, mais également des perspectives. Madame Odia, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonne arrivée et surtout, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. À ma gauche, une autre qui évolue dans un autre domaine. Madame Assanatou Bari, elle est entrepreneur mais également politique. On la reçoit sur ce plateau. J'ai dit deux mondes différents mais avec des parcours aussi inspirants. On la recevra également sur ce plateau de Zénith sur Coloma au compte de cette émission, mais surtout pour parler des droits de la femme. Madame Bari, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous allez bien? Ça va. Elles sont toutes belles. Merci. Elles sont aussi inspirantes l'une que l'autre. Et aujourd'hui, le thème, c'est bien sûr pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Ce thème appelle à des actions qui peuvent libérer les chances, le pouvoir, mais également l'égalité des droits pour toutes les femmes. Je le dis souvent dans cette émission, pour moi, le ce doit être un jour où nous faisons le bilan des années précédentes pour se dire quels sont les défis de l'année prochaine. Au lieu, bien sûr, de se mettre en uniforme, chose qui est très jolie, d'aller chanter, danser, pour moi, on doit faire bien sûr une autre perspective pour se dire qu'est-ce qui n'a pas marché cette année, qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce qu'on peut encore changer la donne et faire évoluer les choses. Elles sont sur ce plateau, on va parler de leur parcours, mais bon, moi j'ai juste brièvement présenté, je vais les laisser la tâche de se présenter. On va commencer par vous, Madame la directrice. Madame Odia. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Madame Magasuba Odia, la directrice générale du laboratoire national de la géologie, du ministère des Mines et de la géologie. D'accord. Madame Assanatou. Je suis Madame Bari Assanatou, femme entrepreneur, femme leader, écrivaine, l'autrice d'un livre Pionnière du pouvoir, trajectoire des femmes en politique. Moi, je suis Fanta Kadeka, présentatrice de Zénith. C'est aussi simple que ça. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, alors, madame, on va commencer par vous, madame la directrice. Dites-nous déjà, vous évoluez dans un domaine où les femmes sont rares. Oui. Il faut le dire. Donc, comment ça se passe déjà, la cohabitation avec les hommes? Avant de répondre à cette question, je vais vous demander pourquoi le choix de ce secteur, de ce domaine-là. Pas comme ça. Depuis mon intégration à la fonction publique, j'ai commencé directement par le laboratoire national de la géologie. C'est quelque chose que j'ai étudié depuis l'université. Et puis, toutes les études à l'étranger, j'ai aimé le laboratoire. Parce que je suis chimiste de formation. Et j'ai toujours aimé le secteur extractif, le secteur minier. Mais je me disais, dans tout ça là, c'est le laboratoire. Parce que c'est le labo qui doit aider l'État. Si nos ressources doivent être vraiment raisonnable, efficace et efficiente, il faut réellement savoir comment il faut évaluer la qualité.
La marchandise, comme nous le savons, ne se vend pas par la quantité, mais par la qualité. Donc j'ai aimé ce domaine pour aider l'État guinéen. Je veux être comme une dame, comme Malia, pour que le nom soit immortalisé, qu'on dise que oui, grâce à celle-ci, nos minéraux ont été vraiment évalués et à juste valeur. D'accord. Et comme je l'ai dit, hein, vous êtes dans un domaine où les femmes sont rares. Très rares, oui. Très rares, surtout. Très rare. Alors, la cohabitation avec les hommes, ça se passe comment? Dans mon service, au labo, elle est parfaite, la collaboration. Super. Parce que j'ai un homme comme adjoint. Ok. Donc, j'ai un homme d'abord comme DGA et beaucoup d'autres hommes dans mon service. Mais la collaboration, elle est parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Parce qu'ils ont pour responsable une dame qui connaît son domaine. Elle connaît son domaine. Et depuis 2008, je n'ai fait que le laboratoire. Je suis fille du laboratoire. Les cadres qui sont là-bas, on se connaît parfaitement. Donc, ils savent c'est qui Madame Oudia. Et de là, avant ma nomination comme directrice générale, en 2022, j'étais livratrice de qualité sur le terrain. J'étais avec beaucoup d'hommes aussi, mais je les guidais très bien. Le respect, il est réciproque. Et jusqu'à présent, le DGA qui est là-bas, il sait que on fait des échanges, mais on ne m'apprend pas. Souvent d'ailleurs, c'est moi qui donne les cours. J'aime partager mon savoir avec les cadres. C'est normal. Donc, vraiment, cette collaboration, je ne peux pas dire, parce que moi-même de nature, je n'aime pas me sous-estimer. Donc, je n'aime pas me victimiser. Souvent, les cadres, quand ils me voient devant eux, ils voient un homme, mais pas une femme. Parce que je ne reste pas derrière. Je ne vous dis pas, faites ça. Quand je veux que ça soit fait et fait très bien, je suis toujours devant. Donc, quand je suis devant, les autres sont obligés de me suivre. Je ne mets pas la pression, mais c'est une volonté. Ils adhèrent à ma politique, par ma façon de faire. Donc, je ne me plains pas parce que je suis femme. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, femme, c'est synonyme de respect et vous venez bien sûr de souligner ce point. Alors vous, madame, après des études, vous décidez d'entreprendre. Oui. Pourquoi? Je suis diplômée en droit. D'accord. Mais après les études, par le manque d'employabilité, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc j'ai ouvert une entreprise multiservice dans laquelle j'émergeais. Mais ce qui m'a vraiment motivée à me lancer dans le secteur politique, c'est l'impact que j'ai vu sur les femmes de ma société. Les difficultés qu'ils ont à avoir l'accès à la santé et à l'éducation. C'est ce qui m'a motivée à être un modèle de femme pour que les femmes puissent avoir aussi une certaine responsabilité, une certaine place dans le leadership et surtout avoir leur autonomisation. Donc c'est ce qui m'a poussée à créer avec l'ensemble de mon équipe un mouvement qui est là, une action citoyenne que nous émergeons depuis 2020 et jusqu'à aujourd'hui nous travaillons là-dessus. Mais il y a plus de femmes et c'est moi la présidente de ce mouvement. D'accord. Avant de venir au mouvement, on va parler de l'entrepreneuriat parce qu'on sait que ce n'est pas évident et souvent on tombe, on se lève, on retombe, on se relève, mais comme on est femme, on n'abandonne pas. Alors, quelles sont les difficultés par lesquelles vous êtes passée en tant qu'entrepreneur? Bon, en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de difficultés que nous rencontrons au sein de cette activité. Par exemple, l'accès n'est pas facile pour avoir des financements auprès des banques. Et on est souvent aussi victime de discrimination. On a ce côté aussi de l'égalité de genre, parce qu'il y a ces projets, quand tu soumets par exemple l'octroyation de l'exercice de ces projets, étant femme, on se pose la question souvent, est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous pouvez vraiment mener ce projet? Hein? Il y a une sous-estimation qui est là. Par contre, moi, ce que je dirais aux gens, c'est de croire aux femmes. Parce que les femmes, quand elles veulent, elles peuvent. Et la preuve en est que depuis l'arrivée de ce président, on a vu plus de femmes au sein des administrations. Et la femme aime relever les défis. C'est le levier de l'économie. C'est le levier du développement. Donc, franchement, moi, je ne pourrais que tirer le chapeau pour les femmes
et dire surtout aux hommes de nous épauler, parce que nous ne pouvons pas avancer sans eux. C'est qu'ils nous donnent une certaine place pour qu'on puisse vraiment aussi émerger dans les différents secteurs. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire en parlant bien sûr de ce gouvernement guinéen qui non seulement a valorisé les femmes en les nommant ministres, mais il faut remarquer, je suis pas féministe, je suis réaliste. Il faut juste voir dans tous les ministères, partout où il y a des dames chefs de cabinet, regardez comment est-ce que la donne change. Les hommes, je ne vous accuse pas, mais je suis en train juste de dire que, comme vous l'avez dit, la femme, c'est toujours un défi quand on la met à un poste de responsabilité. Parce qu'elle se dit qu'ils ne croient pas en moi, donc il faut que je fasse mon mieux. Exactement. Elle se donne corps et âme. Et pour cela, femme, franchement, bravo à vous. Et nous sommes fiers d'être femmes sur ce plateau. Je vais m'adresser à vous, madame. Dites-nous les activités qui sont menées au sein du laboratoire. Le laboratoire, nous menons plusieurs activités. Comme on le dit. On a un code minier guinéen qui donne ce privilège au laboratoire d'analyser tout ce qui est extrait sur le territoire national. D'accord. Mais dans ce cas, il fallait avoir les compétences, les capacités pour le faire. Parce qu'on a des miniers quand même qui ont besoin des résultats qui sont certifiés, qui sont reconnus à l'international. Donc, moi je peux dire, dès ma nomination, c'était un service que je connaissais très bien. Donc je connaissais les mots dont ils souffraient parce que je suis fille de laboratoire. Mais je me disais souvent, qu'est-ce que je peux faire? En ce moment, je n'étais pas celle qui prenait les décisions. J'étais quand même une coordinatrice sur le terrain, mais qui était chapeautée par un directeur général. Très heureusement, quelqu'un qui m'écoutait beaucoup. Donc là, j'avais cette sens aussi. Donc, à ma venue à la tête de cette direction, je connaissais un peu le code minier. Donc, ce texte-là, il existait avant moi. Avant moi. Il a été amendé aussi avant moi. Mais les miniers avaient du mal à le mettre en application. Donc, ils profitaient de l'inexistence de ce service. Ils profitaient de la non-capacité de ce service. Donc, quand je suis venue à la tête, je me dis d'accord. Tout compte fait, je ne vais pas créer des nouveaux textes, mais je vais mettre en application les textes qui existent déjà. Et là, il faut le mettre en application. Et pour ça, il fallait d'abord rendre le service performant. Et là, parce qu'un laboratoire, il faut les infrastructures adéquates. Il faut un personnel qualifié. Il faut aussi la certification. Cette certification, c'est de faire que les résultats soient acceptés à l'international. Parce que nos marchandises sont vendues à l'international. Donc, il faut ça. Donc, nous avons commencé à rendre le service, à faire la rénovation, les infrastructures et accepter des équipements de pointe. Il faut que les équipements soient des équipements qui sont aussi reconnus à l'international, qui respectent toutes les normes de l'ISO. Donc, ça a été fait. On a commencé le mécanisme de certification en passant par la formation, la qualification du personnel. Donc, le laboratoire s'occupe de l'analyse. Quand je dis l'analyse de tous les minerais, nous savons que notre pays est un pays minier par excellence. La bauxite, les minerais de fer, l'or, les métaux de base, les métaux stratégiques. La Guinée égorge plusieurs minerais et jusqu'à présent, dont certains ne sont pas encore connus. Donc, nous faisons toutes ces analyses. Mais encore, une autre activité qu'on n'exerçait pas, c'était de déployer nos cadres auprès des sociétés aurifères. Exactement. Et là, c'était vraiment fondamental. Parce que les sociétés venaient à la BCRG, elles-mêmes faire la déclaration. Il n'y avait pas un suivi en amont. Donc, dès que j'ai commencé, en 2023, j'ai dit non, parce que j'ai trouvé des arrêtés conjoints. C'est les tests que j'ai trouvés que j'ai mis en application. Cet arrêté existait, mais qui n'était pas mis en application. J'ai dit, il faut le mettre. Il faut que je déploie les cadres auprès des sociétés aurifères pour participer à la fonte, au titrage, à tout, jusqu'à l'expédition des lingots d'or à l'étranger et ceux qui doivent venir à la BCRG pour les fins de contrôle. Et là, les cadres sont en amont, mais ils sont en aval aussi au niveau de la BCRG. Dès que tu envoies, on envoie les fiches depuis le début là-bas pour voir s'il y a une réconciliation. Est-ce que par quelque part le pays n'a pas été biaisé? Parce que moi, c'est ma lutte fondamentale. Il faut que nos ressources soient évaluées à juste valeur et que les gens acceptent ce qu'on voit dedans. Parce qu'avant ça, c'est dommage. On te disait toujours, oui, il y a l'or. Mais nous savons, aucun minerai ne reste ou ne vit à l'état seul. C'était à l'état dissocié. Tous les minerais sont associés. Mais
comme l'État ne connaissait pas ça, on ne connaissait pas aussi la valeur d'un laboratoire géologique, c'est les miniers qui nous donnaient les résultats. On disait non, parce que s'il a obtenu un permis d'exploitation sur l'or, donc dans sa tête, il ne doit donner à l'État que ce qui concerne de l'or. Ouais. À ma prise de fonction, je me suis dit pourquoi nos échantillons sont souvent expédiés dans les pays limitrophes, tels que Bamako, pour les fins d'analyse. Pourquoi? J'ai posé cette question. Donc j'ai dit quoi? Donc, si c'est à Bamako, on envoie la quasi-totalité de nos échantillons, je vais aller à Bamako, voir Bamako à quoi que la Guinée ne peut pas avoir. Oui. J'ai fait cette mission en 2022, quelques mois après ma nomination. Et là, je t'avoue que... Est-ce que c'était la première activité, on va dire? Oui, c'était la première, la toute première. Parce que j'étais curieuse de savoir pourquoi les échantillons sont expédiés là-bas. Et tous les laboratoires commerciaux de ces pays limitrophes ne vivent que des échantillons guinéens. Je dis ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que là, c'est une perte d'argent énorme. Et énorme. Pour quelqu'un qui connaît combien un échantillon est analysé, supposons que tu le prends même si c'est à $23 et que tu fasses 1000 le jour. J'ai dit, mais c'est de perdre de l'argent. Ouais. Je suis allée à Bamako, mais je suis déguisée en une cliente. Et pas en tant que directrice. Non, pas en tant que directrice, à une potentielle cliente. Non, on va dire c'est une espionne. Qui veut les envoyer beaucoup d'échantillons. Donc, je veux savoir comment vous faites le travail parce que je suis une minière. Donc, j'ai beaucoup d'échantillons à vous envoyer. Donc, la porte était ouverte. On m'a expliqué tout le processus. Et là, j'ai compris un peu comment ça se passe. Et devant moi, là-bas, j'ai vu des échantillons guinéens. Des échantillons guinéens, je vous dis, des miniers. Mais qui avaient un seul échantillon, qui avait 2 certificats. Ça, je retiens ça encore. C'est ce qui fait que tous les jours, je compte me battre pour que le pays sorte de cette situation. Il faut que nous soyons indépendants. Le laboratoire, c'est une question de souveraineté nationale. Il faut que nous soyons indépendants. Donc, quand j'ai vu un seul échantillon avec 2 certificats, mon cœur saignait. Les 2 certificats, un qui est destiné à la Guinée, parce que le minier a eu un titre minier qui est fondé uniquement sur l'or. Mais un autre qui est destiné à l'acheteur final, où le certificat contient tous les éléments. Tous les éléments. Et là, ça donne de la valeur à la marchandise. Mais quel est le danger Depuis là, nous sommes en train de parler des côtés les plus beaux. Et nous savons que ce n'est pas... Non, moi je veux juste... Excuse-moi, je vais te retirer la parole. Quel est le danger d'avoir 2 certificats? Mais le danger d'avoir 2 certificats, c'est que la Guinée ne reconnaîtra pas les autres éléments. Et les éléments les plus importants qu'on n'a pas voulu qu'elle connaisse. Parce que ça fait de la valeur ajoutée. Mais on a donné ça à l'acheteur final. Et là, lui va le payer. Et l'acheteur final, ce n'est pas le Guinéen? Ce n'est pas le Guinéen. Le Guinéen, c'est celui qui vend, c'est celui qui donne. Celui qui donne les titres miniers. C'est ça, c'est le Guinéen. C'est l'État guinéen, ça. Donc là, on ne veut pas te faire savoir tout ce qui se trouve dans la marchandise. On ne te donne pas sa composition réelle. Et la composition réelle, il faut tenir compte même les éléments de trace. Quand je prends l'or, au niveau de l'or, on ne parle que de la pureté de l'or. Quand on veut donner à la Guinée, on peut parler que l'or de carats d'or. Quand on veut donner à la Guinée. Mais on sait que l'or, à côté de l'or, il y a des éléments tels que la famille des platonoïdes, qui sont très riches, qui sont vendus très cher. L'or est aussi toujours avec de l'argent. Mais quand on dit à quelqu'un qui ne connaît pas, on dit non, l'argent c'est une impureté. Je me suis toujours inscrit en faux. L'argent n'est pas une impureté. C'est une valeur ajoutée à l'or. Il y a d'autres éléments aussi qui sont très riches, mais qui ne sont jamais donnés à l'État. Donc ça devient une perte. Une perte énorme. C'est la raison pour laquelle c'est l'État lui-même qui doit évaluer. L'État doit faire les recherches, il doit faire les prospections. On garde tout et on attend quelqu'un qui doit le prendre. C'est comme si tu cherches à évaluer très bien ta propre marchandise avant de le vendre. Et là, tu le vends à juste valeur. Donc, l'État doit même faire des recherches, garder tout ça là. Maintenant, quelqu'un qui vient pour dire que je veux ces parcelles, je veux ces titres miniers, l'État connaît déjà ce qu'il y a dedans. Et ça facilite les négociations. Le problème, le grand hic en Guinée, c'est que ceux qui viennent, les investisseurs, les miniers, ils connaissent notre territoire, ils connaissent notre patrimoine minier, plus que l'État. Et ça rend l'État faible devant ses partenaires lors des négociations. Et ça nous appauvrit. Oui, parce que si tu ne connais pas, il y a des gens qui peuvent te dire, c'est comme moi, je vois ta montre là, je sais que vraiment je connais la valeur de ta montre.
je veux vraiment cette montre. Je te dis, ah ma chérie, je vais acheter ta montre. Et là, je le fais, hein, je te donne 10 millions parce que j'ai pitié de toi. Je le fais par compassion. Mais moi, je connais la valeur de ta montre. Si tu connaissais mieux que moi, tu allais très bien vendre ta montre. Moi, je serais très contente de recevoir les 10 millions parce que je ne connais pas la valeur de ma montre. Oui, parce que tu ne connais pas. C'est ce qui se passe en Guinée. Et je pense qu'avec le général Mamadi Doumbouya, les dons sont en train d'être changés. Et là, il faut le dire, hein, ils sont en train d'être changés. Même les conventions minières qui ont été signées, ratifiées avant le 5 septembre, il est en train de les mettre en cause. Parce que ce sont des conventions qui ont été faites sous l'État guinéen, qui ont été faites au détriment de l'État guinéen. Chose qu'il est en train de combattre. Oui, là il faut le respecter. Oui, vas-y, pardon, excuse-moi. Et tu as envie de me frapper parce que tu n'as pas posé ta question. Je disais, bon, c'est très impressionnant de voir une femme aujourd'hui qui est fière de parler de ses projets aujourd'hui devant la télévision nationale. Je sais que c'est les côtés les plus beaux que nous sommes en train de dire, mais ce n'est pas évident qu'une femme gère ces fonctions-là. Et vous, en tant que femme, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans la science? Ma chérie, je te fais dire que je pense qu'on dit que ce n'est pas facile, hein, mais moi je me sens très confortable dans ce domaine. Dieu merci. Parce que je sais de quoi il s'agit. La confiance en soi. Oui, parce que je sais de quoi il s'agit. Je connais ce service, je sais mes projets. Comme je l'ai dit en amont, je connaissais les mots dont souffrait ce service. Et je connaissais ce que l'État guinéen endossait comme perte. Donc, j'ai des difficultés. Il y a assez de difficultés parce que nous sommes avec des gens qui sont plus riches que nous, les miniers. Au même moment que moi, je suis en train de me battre pour trouver des équipements qui coûtent très cher, ils peuvent acheter une quantité de ces équipements, avoir des stocks en pièces de rechange, en consommables. Et un laboratoire avec les machines qui coûtent très cher, il faut toujours avoir des pièces de rechange, les consommables, pour éviter des arrêts subits de production. D'accord. Donc, avant le 5, c'est les miniers eux-mêmes qui avaient leur propre laboratoire. C'est les miniers qui évaluaient les minerais. Et c'était sur cette base que l'administration douanière, l'administration fiscale utilisait pour les calculs. Vous imaginez, c'est les miniers qui donnaient les résultats. Donc l'administration était obligée de prendre ce qu'ils reçoivent. Mais exactement, on se contentait de ça parce que nous-mêmes, on n'avait pas de laboratoire. Et le labo qu'on avait, on n'accordait pas de l'importance. On ne connaissait pas son importance réelle pour le pays. On ne peut pas être un minier, un pays minier par excellence et ne pas avoir des laboratoires performants. C'est une perte pour l'État. C'est mieux d'arrêter l'exploitation que de continuer à faire une telle exploitation dont on nous donne les résultats. Nous-mêmes, on ne connaît pas, on se contente de ce qu'on nous donne. Vous imaginez, lorsque l'administration douanière utilise les données des sociétés minières pour calculer les différentes taxes. Hein, c'est une question d'intérêt, c'est pas de bonne guerre. L'administration fiscale qui utilisait uniquement les données des miniers pour le prix de référence de la bauxite. Vous imaginez. Mais aujourd'hui, je suis très très ravie que ces services-là se disent non. Si ce n'est pas le laboratoire national qui nous donne, on ne peut pas prendre. Super. Il faut ça, c'est des réformes. Oui, c'est des réformes. On va revenir sur les réformes. Il faut l'apprécier. On va les revenir difficultés, sur les réformes. elles existent. Ça, on ne peut pas le cacher. Mais c'était très compliqué au départ. Quelqu'un qui est habitué à faire ça, ça, et il se voit un matin, dit non, tu ne dois plus le faire. Tu ne dois plus le faire, c'est l'État qui doit le faire. Donc c'était compliqué. J'étais confrontée à beaucoup de miniers qui ne cessaient pas, parfois même de me menacer, mais ça ne me disait absolument rien. Parce que j'ai la main sur la conscience, je me dis non. L'essentiel est que moi je ne demanderai jamais un minier comme ça. Mais ce qui existait avant moi, et que j'ai demandé de mettre en application, ce sont des textes encore qui sont les textes en vigueur. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne les mettras pas en application. C'est pas Odia qui a écrit le code minier. Donc ce qui est là-bas, tu vas le respecter. Et là, je suis en train de battre. En plus, elle parle avec assurance. Oui, c'est tellement beau de voir une dame qui maîtrise son domaine et on voit que vous maîtrisez très bien le vôtre. Madame Barry, je vais m'adresser à vous. Quels sont vos domaines d'intervention en tant que multiservice aussi? Bon, en tant que femme leader aussi. Voilà, de côté l'entrepreneurial, je suis dans le mobilier. D'accord. Là où j'ai œuvré avec mon mari pendant 2 ans au sein de son service. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné une certaine assurance à pouvoir créer le sien. C'est pourquoi au départ, vous avez dit qu'il faut que les hommes le supportent. Donc, je suis dans le mobilier, je suis un peu aussi dans la décoration. Okay. Un moment aussi, je faisais les événements, mais
un stade, j'ai arrêté. Donc, j'évolue actuellement dans les 2 secteurs. Pourquoi vous avez arrêté? Bon, j'avais du mal à cerner un peu le milieu et surtout les timings. Parce que quand on est un peu occupé, les événements, ça demande à chaque fois qu'on soit là, qu'on soit présent pour que ça se passe à la perfection, comme vient de le dire madame. Quand tu t'engages à faire quelque chose, il ne faut pas attendre qu'on le fasse après toi. Il faudrait que tu sois la première à être dans l'action. Donc c'est un peu ça. J'évolue dans ces 2 secteurs. Et aujourd'hui, vous êtes femme leader. Vous êtes femme politique. Bon, leader. Pour le moment. La pour politique, le moment. je l'ai mis de côté. Vous l'avez mis de côté. Parce que j'ai décidé d'accompagner son général 5 étoiles. Exactement. Le président actuel qui est là. dont nous sommes fiers d'ailleurs. On est tous fiers, franchement, on est tous fiers. Le JMD, comme en abrégé, on va le dire, le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi ce choix et comment est-ce que vous définissez une femme leader? Bon, une femme leader, c'est une femme qui croit en soi, qui essaye de développer les talents qu'elle a au fond d'elle. Parce que c'est ce que je dis à toutes les filles, surtout les filles. Aujourd'hui, il faut croire en soi. Il faut avoir une certaine carrure. Il faut avoir ce charisme, il faut oser, il faut accepter d'être ce que nous sommes et d'essayer surtout de développer les talents que nous avons à nous. Moi, ce côté leader, je l'ai découvert à travers des gens. Parce que là où j'avais ma structure, j'étais dans un milieu qu'on appelle un peu les bas quartiers. Donc c'est à travers cette jeunesse, les femmes qui étaient là, qui ont pu vraiment m'adosser ce titre. Et franchement, aujourd'hui, j'en suis fière. Parce que vous avez eu un impact sur eux. Exactement, j'ai eu un impact sur eux, d'ailleurs, qui les a beaucoup motivés à se réveiller aussi. Et ce côté mouvement que je gère, c'est un mouvement d'ensemble citoyen que nous avons créé depuis 2020. Nous avons eu à faire beaucoup d'exercices côté société civile, ainsi de suite. Mais ce qui nous a vraiment motivés à accompagner le général, à l'arrivée de son pouvoir, nous avons pris le temps de l'observer, de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il voulait réellement pour sa nation. Et depuis un moment, nous avons constaté les réformes qu'il a mises au sein de l'administration. Moi, je dirais même qu'il est vraiment audacieux de pouvoir vraiment gérer un pays comme la nôtre, d'essayer aujourd'hui de faire toute une réforme au sein de différentes administrations, telles que la sécurité aujourd'hui, au sein de la santé aussi. On a vu des améliorations qu'il a eu à faire au sein de ces différents départements. Aujourd'hui, nous avons décidé de le soutenir pour essayer vraiment de l'aider dans l'émergence de ce gouvernement. Surtout, nous nous battons dans la sensibilisation des citoyens. Pour que la vision, la compréhension que nous avons eue à travers les activités qu'il veut mener et ce qu'il veut apporter à cette nation, nous nous battons souvent auprès de nos citoyens pour essayer de leur faire comprendre qui il est, de leur faire savoir ce qu'il veut vraiment apporter pour cette nation. Aujourd'hui, la preuve en est que nous voyons tous les jours ce qu'il est en train de faire pour cette nation, les infrastructures routières qu'il est en train d'améliorer. Aujourd'hui, au sein de l'éducation, nous avons vu une évolution parfaite par rapport à ça. Et aux côtés de la sécurité aussi, aujourd'hui, on peut se permettre de sillonner certaines rues qu'on ne pouvait pas risquer aujourd'hui de marcher. Donc, il y a tout un travail colossal qu'il a eu à faire autour de lui en 3 ans depuis sa venue. Donc, franchement, nous ne pouvons que l'acclamer et l'accompagner dans ses actions positives. Et notre souhait, c'est que tous les Guinéens puissent comprendre qui il est et l'accompagner surtout pour l'émergence de ce pays. Parce que c'est chez nous ici, c'est pour nous ce pays. Et moi, je suis fière aujourd'hui du général qui a pensé à nous les femmes, qui a cru à nous les femmes. La preuve en est qu'aujourd'hui, Mme Magasuba, qui parle avec une certaine fierté, tu sens la détermination en elle, tu sens qu'elle est libre dans ses pensées parce qu'elle maîtrise le secteur qu'elle gère. C'est une fierté pour nous. Et moi, je ne pourrais dire qu'au général de continuer à nous faire confiance. Il y en a plein comme elle dehors qui sont là, qui sont déterminés, engagés à l'honorer, à respecter nos engagements. Parce que la femme aime se mettre en question. C'est quelqu'un qui aime respecter ses intégrités au sein de l'administration et
pour lutter contre les corruptions en Guinée. Donc franchement, c'est ce qui nous a motivés à accompagner le général et nous le suivrons, nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Et quelles sont les activités que vous avez eu à mener dans ce sens? On a eu à mener une sensibilisation de porte-à-porte pendant 8 mois. Après, nous avons fait des conférences et des meetings au sein de différentes communes. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur. C'est un mouvement qui existe depuis avant l'arrivée du général. Donc, on a eu à s'implanter, je peux dire, un peu partout en Guinée. Nous avons beaucoup d'antennes en Guinée, même à l'extérieur du pays, parce que nous sommes représentés au Maroc. Nous sommes à Dubaï, nous sommes à Freetown. Après Conakry, aujourd'hui, la masse abondante, c'est à Zérekoré. Donc, nous sommes un peu partout. Nous sommes écoutés parce que nous travaillons dans la concrétisation. Et franchement, on a eu à faire beaucoup d'activités, surtout dans le secteur sensibilisation. Parce que moi, je pense que c'est le primordial. Avant d'accompagner quelqu'un, il faut communiquer autour de lui. Faire savoir aux gens pourquoi vous devez adhérer dans l'esprit de cette personne et pourquoi vous devez l'accompagner dans ces initiatives qu'il a mises en place. Donc, nous avons eu à faire ces sensibilisations, ces meetings, et nous avons eu à faire des pré-lancements aussi de plusieurs activités, de collectifs de danse, de tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un peu ça. Ce qui est bien avec les femmes, elles n'aiment pas faire les choses à moitié. Non, quand elles sont engagées, elles le font pleinement. Mais vraiment, c'est rassurant. En fait. C'est rassurant pour un pays comme le nôtre. Donc vraiment, ces femmes-là sont à encourager, à féliciter surtout. Et moi, je suis très fière de vous. Aujourd'hui, je le dis en face de vous, je suis très fière de vous. Et madame, moi, j'aimerais savoir, en tant que femme entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer. Parce que c'est autre chose. Hein. J'aime bien parler de ce côté parce que c'est des côtés qui ne sont pas tellement vus, mais qui existent. Elles traversent beaucoup de choses. Bon, vous savez, le côté entrepreneurial, déjà, il y a un truc d'abord. L'entrepreneuriat féminine et la participation des femmes en politique sont deux dynamiques essentielles pour favoriser l'égalité des sexes, l'épanouissement économique et le progrès social. Aujourd'hui, moi, comme tout le monde d'ailleurs, on rencontre beaucoup de difficultés, surtout côté financier. Parce que avoir l'accès aujourd'hui au financement, être crédible auprès des banques, il y a de ces marchés qu'on nous octroie souvent, nous ne pouvons pas avoir la liquidité cash de travailler. Et souvent, il y a certains projets aussi qui ne sont pas accompagnés avec des préfinancements. Donc, tu es obligé d'aller vers les microfinances ou les banques primaires pour qu'on puisse t'accompagner financièrement. Et souvent, comme je vous le dis, il y a ce problème d'égalité de sexe. Souvent, quand on voit une femme, il y a toujours cette question qui est là. Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Est-ce qu'elle émerge dans ça depuis combien de temps? Il y a toute une série de questions qui sont mises en place. Donc, il y a surtout ce secteur qui nous fatigue beaucoup. Et il y a le secteur aussi de l'exercice. Par exemple, tu peux avoir aujourd'hui un projet de bitumage ou de construction. Il y a toute une série à suivre. Et souvent, quand tu viens, quand tu viens et que c'est des hommes qui suivent le dossier, il y a cette discrimination qui est là. Ils se disent, mais pourquoi elle? Donc, il y a tous ces facteurs qui nous fatiguent beaucoup dans ce côté. Mais on ne va pas lâcher prise. Ce qui est bien avec ces femmes. On ne va jamais lâcher prise. Ce qui est bien avec ces femmes. J'ai ma maman qui est là, qui me charge d'énergie en l'entendant parler. Non, elle partage son énergie. Voilà. Donc, on ne lâche pas. On lâche pas. Moi, je pense que avec l'allure que ça prend, un moment viendra dans ce pays, c'est les femmes qui seront à la tête. C'est clair. On n'a pas envie. C'est pas un coup d'État, on prépare, mais c'est pour vous informer seulement. Ce qui est bien avec ces femmes, c'est qu'elles sont très solidaires entre elles. Aussi. Les femmes entrepreneurs aujourd'hui, elles se soutiennent, elles s'accompagnent. C'est quelque chose qu'il faut vraiment encourager. Donc moi, déjà, félicitations, je le dis et je le redis. Là, tu deviens entrepreneur ou tu vas devenir directrice? Directrice, d'accord. Alors, on va s'intéresser aux réformes que vous avez pu apporter, bien sûr, au sein de votre direction. Ok. Comme je le disais, pour les réformes, vous savez, on peut te confier une exclusivité, une activité. C'est toi seulement qui dois le mener. Mais quant à toi de voir, est-ce que tu peux avoir les compétences, l'expertise de le faire? Si tu n'en as pas ça, d'autres le feront à ta place. Parce que c'est clair, le minerai, il doit être évalué. Si tu sais, c'est toi qui dois l'évaluer. Si tu n'as pas, il faut que d'autres l'évaluent à ta place. Là, tu vas l'accepter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, j'ai commencé par les infrastructures. Parce qu'il faut ça. Il faut un local adéquat. Après ça, après la rénovation, on a commencé à acheter les équipements de dernière génération. Ça, c'est avant le malheureux événement? Avant le malheureux événement, exactement. Avant ce jour que je ne vais pas oublier. Non, le 18 décembre 2023. Avant ça.
Parce que je faisais du benchmarking. Facilement, les gens disent copier, coller. Mais tu copies ce qui est bon. Et puis tu colles chez toi. C'est clair. Et là, c'est le vrai benchmarking. Donc, je faisais ça. Après, juste le local, on a commencé à acheter les équipements. On dit, oui, il faut ça. On peut acheter des équipements qui peuvent combien d'analyses le jour. Quand vous êtes venu à la tête de cette direction, il n'y avait pas de local? Non, il y avait le local, mais le problème, qui n'était pas adéquat. Quand c'est la saison des pluies, c'est compliqué. Et puis, il fallait aussi faire une extension. Avec l'ambition qu'on a, donc il faut faire une extension. Chose qui a été faite, les équipements qui ont été achetés. Mais quand tu achètes les équipements, il faut un personnel. Ce personnel, il faut qu'il soit qualifié. Le laboratoire, souvent je le dis que c'est les deux choses. Quand tu as les deux choses, tu as un laboratoire. C'est la capacité et la capacité. La capacité et la capacité. Quand tu as les deux, tu as un local, tu as un laboratoire performant. Donc, on était dans le mécanisme. Et là, j'ai commencé directement à recruter un cabinet pour la certification du laboratoire. Certifier, c'est une garantie. C'est clair. C'est une garantie, ça assure le minier que le résultat, il est fiable. Donc, le résultat aussi, il est accepté à l'international. Une fois que tu es certifié, tu es dans les laboratoires compétitifs. Donc, ce mécanisme, on l'a commencé. Donc, on a commencé à former les cadres. Je vous avoue que les pays comme Burkina et d'autres pays voisins venaient voir la Guinée. J'ai reçu plusieurs autres pays qui venaient me demander comment un laboratoire national peut se tenir debout à ce niveau. Quand ils sont venus dans le local, ils disent non, le national, parce que dans beaucoup de pays africains, les dirigeants ne connaissent pas l'impact, les enjeux d'un laboratoire. C'est parce que ce n'est pas dirigé par une femme. Exactement. Ce n'était pas dirigé par une femme. De partager un peu mon expertise, comment je suis arrivé à faire ça. Parce que j'ai vu le laboratoire national de Bamako, le PDRM, il est étouffé par les laboratoires commerciaux qui ont les moyens, qui ont tout et tout. Donc il a du mal à se tenir, il a du mal. Malgré qu'il a été accompagné un moment par la Banque mondiale. Il a du mal. Donc il me demande comment toi tu peux faire. J'ai dit oui. Comment je peux le faire? J'aime les défis. Et puis parce que je suis une dame, on a placé une confiance en moi. Peut-être certains ont dit c'est un service technique. Une fois, on ne doit pas le diriger. Donc, si on a fermé les yeux, on m'a nommé. Donc, c'est un challenge. Celui qui m'a nommé là, il ne doit pas le regretter. Et à travers moi, il doit nommer beaucoup d'autres femmes. Net. Donc, je me suis dit ça. Donc, il faut ça. Il faut qu'à travers moi, qu'il nomme beaucoup d'autres femmes. Qui peuvent être capables. Ça, c'est resté comme ça. On était à quelques mois de voir le bout du tunnel, à être certifié. Et puis, c'est lundi matin, j'étais couché. Le lundi 18 décembre 2023, on est venu me réveiller à 3 h du matin pour me dire que le laboratoire est parti. Le laboratoire, il est parti. C'était un jour inoubliable. Pour toute la Guinée. Pour toute la Guinée. J'ai perdu conscience. Parce que je ne pouvais pas. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelques heures après, je me dis, j'étais couché, et puis on m'a envoyé à l'hôpital. Je dis non, c'est pas la solution, il faut que je me relève. On peut tomber, mais il ne faut pas essayer d'être par terre. J'ai dit là, il faut que je me réveille. Je suis allée moi-même au laboratoire, sur la fumée, sous les flammes. Les militaires ont tout fait pour m'empêcher, mais je suis allée jusqu'au laboratoire. Je l'ai vu. Vous avez vu votre bébé partir en fumée. C'est comme ça que mon mari appelle. Il appelle le laboratoire mon Benjamin. Pas, il a dit que c'est ton bébé, mais c'est encore ton Benjamin. Parce que tu peux tout faire pour ce laboratoire. Donc, c'était un événement très malheureux. Très, très malheureux. Mais je me suis dit non, si je croise les bras pour dire que c'est parti, ce n'est pas une solution. J'ai fait juste une semaine. Parce que j'étais vraiment malade. Il fallait faire le deuil. Oui, mon cœur saignait vraiment. Donc j'ai fait une semaine à la maison. Et surtout, reconstruire. Et j'ai dit non, j'ai dit c'est pas ça. Et là, les gens me demandaient qu'est-ce que l'État est en train de faire. J'ai dit mais non, écoutez-moi, moi-même je suis État. Oui. Ok? L'État a des priorités. L'État m'a confié cette direction. Donc je suis État. Je suis allée, moi-même, je n'ai pas attendu quelqu'un. Je suis allée voir un collègue, un directeur national, le directeur national de la géologie. J'ai dit, tu as de l'espace ici. Je ne vais pas aller en location parce que je connais c'est quoi un laboratoire. Donne-moi l'espace et je vais faire un laboratoire préfabriqué. D'accord. Ils ont dit quoi? Vous en êtes où? À commander, présentement. J'ai dit, je vais faire un laboratoire préfabriqué. Les gens ont dit quoi? Osé, ça. J'ai dit, un laboratoire préfabriqué. J'ai commencé à dessiner mon laboratoire. Je l'ai dessiné. Ça, j'ai commencé à le faire fin décembre.
et février et mars. Fin décembre de la même année. Fin décembre de l'année 2023. Ouais. Et en mois de mars 2024, je l'ai inauguré. J'ai dit, je ferai tout possible pour que ça soit dans le mois de la femme, dans le mois de droit de la femme. Et là, je vais l'inaugurer. Je vais inviter les médias. On saura qu'une femme, la femme aime les défis. Que femme veut, et la femme, c'est quoi? La femme, quand elle veut, elle le fait. Elle le fait correctement. Moi-même, chez moi, quand je ne veux pas, quand tu mets la pression pour le faire, je peux aller avec pas caméléon. Mais quand je décide de le faire, je le fais avec tout risque. Et là, je m'en fous. Quand j'ai commencé ça, il y a des moments où je passais la nuit au laboratoire. L'ingénieur, c'est moi qui le guidais. Donc, on a fait jour... Non, on ne s'est pas arrêté. Tout le monde se demandait. Et avant le 8 mars, le 7 mars, j'ai installé les équipements parce que je suis aussi une maintenancière. J'ai commencé à installer, j'ai invité, comme je suis dans le groupe de certains laboratoires à l'international, je les ai invités à venir m'accompagner. On a installé. Le premier jour que le ministre a visité le labo, il a dit, mais c'est comment? Parce que je ne l'ai pas attendu. Il a dit comment? Donc, et aujourd'hui, dès après ça, on a relancé encore les activités. Parce que ce qui me faisait mal, et ce que j'ai commencé, ça ne doit pas s'arrêter. Parce que les miniers, ils ne vont pas refuser de faire leur exportation parce que le national a des problèmes. Donc, eux, ils étaient en train de le faire, au moins que moi, on était en train de voir comment il faut le faire. J'ai dit, mais ils n'ont qu'à faire, je vais les rattraper. Course de vitesse. J'ai fini rapidement, j'ai appelé les miniers pour venir voir où le laboratoire. C'est quoi encore le laboratoire? Tout le monde était étonné. La Banque mondiale est venue visiter le laboratoire. Maintenant, c'est le modèle. Quand ils veulent aider un laboratoire, ils disent, mais va au laboratoire national, tu vas voir ce que la dame a fait. Tu vas voir les conteneurs qui sont maquillés, mais tu ne verras pas de conteneurs. Et les équipements installés dedans, tout climatisé, tu rentres, tu vas dire que c'est les bâtiments. C'est préfabriqué. Donc, c'est un ça donne envie d'aller visiter d'ailleurs. Oui, je vous invite. On ira avec plaisir. Donc, c'était compliqué, mais non, c'est parti. Ça, c'est maintenant derrière moi. Et ça, je salue l'équipe du laboratoire. C'est grâce à leur résilience, à leur dévouement et sous la clairvoyance du cabinet du ministre Bounassila et de toute son équipe. Aujourd'hui, le labo, il répond. On est compétitif, mais on continue à se battre. Il faut que, j'ai dit aux pays voisins, vous avez beaucoup analysé les minéraux, les échantillons de la Guinée. Tant que mon labo n'arrive pas à consommer tous vos échantillons, je ne vais pas croiser mes mains. Vous avez mangé beaucoup de notre argent. Il faut comprendre vos échantillons. Il faut qu'on récupère. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut qu'on récupère. Alors, j'ai une question cette fois-ci pour vous deux. D'accord, je vais commencer par vous. Comment vous conciliez vie de famille et vos occupations professionnelles? Une très belle question. Très belle question. Comment? Moi, je dirais que c'est pas facile, mais c'est facile. D'accord. Il s'agit juste d'avoir une certaine organisation et avoir des privilèges. Parce que la vie de famille a des privilèges, mais cela n'empêche que la vie de fonctionnalité aussi ait des privilèges. Donc, c'est une question d'organisation, c'est une question de planning et savoir à quel moment et comment s'y mettre pour pouvoir jumeler les deux. D'accord. Tout est question de priorité. Tout est question de Vous, encore, on peut dire que c'est l'entrepreneuriat. Vous ne dépendez pas totalement peut-être de l'État, mais pour vous, Madame Dia, ça doit être autre chose. Mais si nous aussi, nous dépendons aussi de l'administration parce que nous vivons sur le dos de l'administration. C'est eux qui nous octroient. Elle est sur le dos de l'administration. C'est eux les patrons, c'est eux qui nous guident. Imaginez un entrepreneur, je peux dire qu'il n'a pas de vie. On peut t'appeler à tout moment. Moi, par exemple, je suis disponible 24 heures sur 24. Mon mari, je suis mariée, mais il accepte ça parce qu'il sait les conditionnalités qui en suivent. Il faut avoir un mari compréhensif. Bien sûr, il faut. C'est très important. Je pense que ce que vous venez de dire, c'est une question très importante, très pertinente d'ailleurs, parce que la vie de famille, ça demande beaucoup de confiance et d'assurance. De sacrifice aussi. Ça demande beaucoup d'assurance, parce qu'il faut mettre ton partenaire en assurance, il faut lui dire c'est comme ça, j'œuvre, voilà. Et avec les deux, vous consentez, vous ayez un consensus pour pouvoir vraiment vous départager les charges. C'est pour cela que je dis que c'est une question de privilège, d'organisation et de planification. Super. Donc c'est un peu ça. Vous êtes d'avis, Madame Moi, Dia? avant d'aborder ce sujet, j'aimerais d'abord saluer les époux de toutes les femmes responsables.
D'accord. Ils endossent, hein, il faut le reconnaître. Il faut les saluer, les féliciter à ce niveau parce qu'ils acceptent. Ouais. C'est difficile d'être une femme responsable et faire parfaitement ta vie conjugale. Ouais. Donc, c'est une chose qui n'est pas du tout facile. Moi, à mon niveau, ce n'est pas du tout facile. Mais je salue quand même mon époux. Et là, il comprend parfaitement. Mes enfants, ils acceptent, c'est pas facile. Parce que ma Benjamin, elle a 8 ans. Mais parfois, les week-ends, quand elle me voit à la maison, elle me dit, maman, tu es revenue quand? D'accord. Parce qu'elle peut faire toute la semaine sans me voir. D'accord. Je suis la première au bureau et je quitte la dernière. Ouais. Les week-ends, je viens au bureau, quand il y en a. Je ne dis pas c'est week-end. Les fériés, quand il y a le travail, je viens au bureau. Okay. Par exemple, je suis rentrée avant-hier à 2h du matin. 8h, m'a trouvé encore au bureau, hier. Ouais. Je suis rentrée avant-hier à 2h. Hier, j'étais au bureau à 8h. Donc, il faut les saluer à ce niveau. Ouais. Et les remercier pour ce qu'ils font. Parce qu'ils nous facilitent la tâche. Ce n'est pas facile. Il faut avoir un mari compréhensif. Oui, c'est pas facile. Ouais. Parfois, si tu es à la maison, tu fais les sauces pour une semaine, 2 semaines. Ouais. Donc, parfois, s'il rentre avant toi, il fait le riz et puis il se débrouille. Et puis, il s'occupe des enfants le matin pour que les enfants partent à l'école. C'est-à-dire que toi, tu es déjà au bureau. Donc, les deux, c'est une complicité. C'est ça. Il faut se compléter. Il faut cette complicité parfaite pour que tu sois libre et qu'il ait confiance en toi. Et qu'il y ait une assurance. Nous savons que mariage sans confiance, c'est un mariage qui meurt petit à petit. C'est clair, c'est clair. Surtout pour un mari qui sait que sa femme peut être dehors à n'importe quelle heure. Il faut l'assurer. Il faut l'assurer. Et surtout pour un mari qui veut voir encore sa femme plus que ça. T'imagines? Parce que la confiance d'abord qu'on a placée en toi, il faut que tu le mérites avec tout le temps. C'est en fonction de cela, tes résultats, qu'on peut dire oui. Si on l'enlève là où on la voit, elle peut aussi assumer. Mais si ce qu'on t'a confié déjà, tu as du mal à t'en sortir, non. Mais c'est que ça aussi, ce n'est pas synonyme de femme. Ça, ce n'est pas synonyme d'une femme. La femme, elle se dit non. Ce qu'on m'a confié là, il faut que j'arrive. Et je vais arriver. Et quels qu'en soient les problèmes, quelles qu'en soient les difficultés, les défis, il faut que j'arrive. Parce que la preuve en est. Moi, j'ai peur de la honte. Donc la femme, c'est ça. La femme a peur de la honte. La femme ne veut pas être humiliée. On ne veut pas qu'on nous dise non, on l'a enlevée parce qu'elle est inefficace. Moi, ce que je dis, j'ai remplacé quelqu'un me remplacera. Mais on m'accusera de tout sauf de l'inefficacité. C'est ça. Tous les jours, je me dis ça. On va m'accuser de tout, mais on ne dira pas Oudia est inefficace. Et vous faites les preuves déjà. Oui, déjà, et ce qui se passe, l'État a déjà vu ce qui se passe. On est en train de contribuer de façon exponentielle à l'augmentation des recettes de l'État. Le BND, ils le savent. C'est pas facile, mais moi, j'aime même partir sans BND parce que je ne vais pas attendre. Quand je me fixe des objectifs, je vais les atteindre rapidement. Je n'aime pas attendre. C'est à cause de ça, quand j'ai les activités, je fais tout possible pour générer des recettes. Je fais les activités génératrices de recettes pour que les activités-là soient financées sur le fonds propre du laboratoire. D'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est deux femmes. Déjà, la preuve en est, pour vous dire encore combien de fois les femmes doivent être accentuées au sommet de toute activité administrative, toute activité nationale. Seule la femme peut jumeler ces deux fonctions. Avoir une vie de famille, gérer toute une famille et gérer un département ou une activité administrationnelle. Seule la femme a cet épaule pour pouvoir gérer ces deux choses. Elle a ce pouvoir. Donc, on ne sait pas comment elle arrive. Moi, nous sommes le baromètre. C'est pas pour nous. On a dit s'il n'y a pas de femme, j'ai rien. Dieu nous a créé pour ça. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on rende les choses vivables. Est-ce que vous savez la chance que j'ai de partager ce plateau avec vous aujourd'hui? Franchement, vous êtes toutes inspirantes. Merci. Et on espère être comme vous. Et on espère que certaines aussi qui sont en train de nous suivre sont en train de prendre exemple sur nous. Inch'Allah. Parce qu'on va se tirer. Moi, j'aime le dire. Celles qui sont en bas, celles qui ont commencé à monter, il faut qu'elles les tirent. C'est à cause de ça que j'aime faire les animations. Souvent, j'anime. Je fais les émissions. Je suis dans les ONG. Je suis aussi une professeure. J'enseigne. Donc, j'aime souvent parler aux femmes, aux jeunes filles. N'acceptez pas ça fait qu'on vous donne. Vous savez, c'est une question très simple. Regardez ma main. La main qui donne,
elle est toujours au-dessus de celle qui reçoit. On ne peut pas dire qu'on est en train de nous ségréguer, qu'on continue nous-mêmes à rester à la maison, à demander la dépense, à demander qu'elle n'est pas suffisante, à faire quoi pour les enfants. Non. C'est pas comme ça se passe. On doit être vraiment indépendante. Super. Mais pour ça, il faut qu'on accepte de se former. Moi, je dis ça fois aux femmes. Nous voulons une chose. Donc, on doit se mettre directement sur le chemin de l'avoir. On doit se former. Parce qu'on peut te confier une responsabilité. Mais si tu n'es pas formé, si tu n'as pas la tête sur les épaules, tu as affaire avec les hommes. Ils ne vont pas te laisser vivre. C'est clair. Mais si tu es bien formé, ils auront peur de toi. Ils auront peur de toi. Moi, non. Tu ne vas pas me laisser parce que je m'appelle Odia. Hein. C'est parce que tu sais que je suis dans mon domaine. Et quand je suis dans mon domaine, là, je suis free dedans. Donc, tu vas me laisser à cause de ça. Le thème de cette année, c'est bien sûr pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. On va revenir sur ce thème dans quelques instants. On va marquer une courte pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de la télévision nationale, on va profiter de l'occasion pour souhaiter joyeuse fête de naissance à maman Luna Boudjet. Voilà, c'est la grande dame de valeur. Puisse Dieu vous protège et vous prospère dans votre commerce. Merci pour la joie et l'amour que vous ne cessez de donner autour de vous. C'est de la part de toute l'équipe de la télévision nationale, mais particulièrement et principalement de la part de notre Sadou Barry depuis le Canada. Donc, joyeux anniversaire à vous, Madame Luna, pluie de bonheur et de bénédiction à vous. On a reçu un message aussi de Mamoudou du groupe BCBG qui est fier bien sûr des deux femmes que je reçois sur ce plateau et par la même occasion il vous souhaite très bonne fête des femmes et surtout il dit que vous êtes inspirante. Voilà, donc Mamoudou du groupe BCBG, merci à toi pour le message. Un autre, il s'agit de Bamba. Bamba, merci beaucoup de nous suivre du côté de Bamou. Merci pour la fidélité à la télévision nationale. Comme je l'ai dit, le thème retenu cette année, c'est thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation. Ce thème appelle bien sûr à des actions qui peuvent libérer les chances, mais également le pouvoir et l'égalité des droits pour les femmes. On aime bien réclamer souvent nos droits, mais est-ce que nous nous donnons les moyens ou les politiques nécessaires pour avoir ces droits? C'est ça aussi la question qu'on se pose. On attend toujours tout l'État, vous l'avez dit, vous l'avez dit, surtout vous n'attendez pas. D'accord? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin jusque-là, nous les femmes? Quand je parle de nous, je parle des femmes et des filles. Et qu'est-ce qui vous inspire ce thème pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation? On commence par vous. Ok, vous savez, vous avez dit quelque chose qui est fondamental. Est-ce que ce que nous demandons, nous sommes exactement sur la route pour l'avoir? Est-ce que le chemin il est là? Il faut, c'est ça, se fixer les objectifs et faire tout possible pour les atteindre. Se donner les moyens. Aucun phénomène, qu'il soit interne ou externe, ne doit vous influencer de quitter là-dessus. Moi, souvent, quand j'anime avec les femmes, il y a les femmes qui se plaignent, qui ont connu des malaises précoces. Ils ont eu ça, c'est à cause de ça, ils ont été freinés. Je dis non, ce n'est pas une raison. Moi, je me suis mariée quand je faisais la 9e année. Pardon? D'accord. Je me suis mariée quand je faisais la 9e année. Okay. Et là, je le suis mariée quand mon premier garçon, il s'est marié, il est comme un ami à moi. Quand les gens nous voient promener, qu'ils ne connaissent pas, ils vont dire « Ah, si ce n'est pas son petit ami. » Oui, donc, mais, il faut le faire. Là, nous, les journalistes, quand on commence quelque chose, on aime terminer. Quand vous aviez 9 ans,
La 9e année plutôt. Oui. On vous a obligé? Oui, parfaitement oui. Mais vous savez, quand ça arrive, celui qui a fait ça, il peut mourir, te laisser dans des conditions vulnérables. Si tu te laisses faire. Oui. C'était le grand frère de mon papa. Parce que quand il venait voir, chaque fois qu'il venait chez nous, il quittait Sigiri, il voyait les jeunes qui priaient beaucoup à la mosquée, il dit, je te donne ma fille. Ça n'a pas été aisé. Mais le temps de nos parents, un père ne peut pas dire devant son grand frère, c'est mon enfant. Oui. C'est vrai, c'est toujours le grand frère qui donne. Oui, qui donne. Ça n'a pas été facile, mais il a dit, je le fais et il l'a fait. Un mercredi, j'étais même en train de dire, la maman, à faire la cuisine, je dis, attends, il faut laver ta main, ton mari est venu avec sa famille. Ça n'a pas été facile, du tout facile. Et là, ça a été vraiment un phénomène bouleversant pour moi. Mais je me suis dit qu'il faut que j'étudie. Je dois étudier. J'ai fait le brevet en état de famille très avancé. J'ai fini le brevet, je suis allée accoucher, mais j'étais admise. Il n'y avait que 2 filles admises, j'étais admise et j'étais la première. Et là, ça n'a pas été facile. C'est à cause que je dis souvent aux femmes, les phénomènes externes ou internes peuvent arriver. Quant à toi de dire non, j'ai mes objectifs, je dois les atteindre. Et aujourd'hui, cet oncle-là, il est décédé. Mon papa, il est décédé. Maman est décédée. Si je me suis laissé faire... Mais regret total. Regret total. Parce qu'ils ne sont plus en vie. Tu vas te plaindre où? Vers qui? Tu vas te plaindre où? Donc, nous, les femmes, nous voulons être autonomes. On veut être émancipés. On a aujourd'hui un président qui pense à notre émancipation, qui pense à notre autonomisation. Mais est-ce que nous sommes dans ces positions pour être aidés? C'est ça. Celles qui sont encore à l'université, elles ont tous les sens d'étudier. Celles qui sont dans les classes, au collège, au lycée, elles doivent se fixer les objectifs et les atteindre. On peut t'aider. Même ton propre enfant, s'il n'est pas dans une position d'être aidé, comment tu peux l'aider? C'est clair. Tu ne pourras pas l'aider. C'est pas possible. On va se battre. Il y a des voix qui sont plus hautes que les nôtres, qui sont en train de dire non, il faut accompagner les femmes. Il faut mettre les femmes à des postes de responsabilité. Quant à nous aussi, de nous mettre dans cet état pour que nous puissions nous aider. Et les femmes entre nous, on ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Aujourd'hui, quand une femme est à la tête d'un service, d'un département, son souci, c'est les femmes encore. Son souci, c'est les femmes. C'est les femmes qui la combattent. C'est les femmes qui font tout pour la déstabiliser. C'est les femmes qui sont partout. Si un homme arrive à déstabiliser une femme, dis-toi qu'il y a une autre femme derrière. L'homme seul ne peut pas. Parce qu'Allah a donné le baraka à la femme. L'homme seul ne peut pas déstabiliser une femme. Quand l'homme arrive, dis-toi qu'il y a des femmes derrière l'homme. Parce que j'ai constaté ça. La femme n'aime pas être gouvernée ou dirigée par une autre femme. On a ce ego, on a ces détails-là. Mais non, ça ne peut pas aller. On ne peut pas dire que nous voulons être à ces postes de responsabilité et ne pas se soutenir. On ne peut pas être là-bas au même moment. Celles qui sont arrivées, on doit les soutenir, on doit les épauler, on doit les protéger. Quant à elles aussi, d'aider celles qui sont en bas de l'échelle. Quant à elles de le faire. Carrément. Avec ces petits moyens, pas les donner l'argent. Si elle peut les former, c'est de les former. Si elle peut donner les conseils, c'est de donner les conseils. Tout ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle va faire pour les aider. Parce qu'il faut ça, il faut qu'on s'aide entre nous. Et si on le fait, je t'avoue que pendant le temps du général Mamadi Doumbouya, beaucoup de femmes seront responsables. Parce que celles qui sont responsables ont fait leur maximum, toutes les femmes responsables, pour mériter sa confiance, pour le rendre fier de nous. Donc, cela l'encourage obligatoirement à nommer d'autres femmes. La femme, elle est tout sauf déception. Quand on veut, on le peut. Et quand on le fait correctement. On le fait bien. On ne fait pas à moitié, comme on ne fait pas à moitié. On ne fait pas demi-mesure. On le termine. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on nous envoie sur le thème-là, je pense que les fêtes de 8 mars, je l'ai toujours déploré. La femme s'habiller correctement, aller danser, s'habiller correctement, aller acclamer, toujours, ça c'est pas notre rôle. Effectivement. Il faut constater, même pendant les campagnes, le comité stratégique qui fait les évaluations, rare que tu vois une femme là-bas. C'est la commission mobilisation, la commission réception, c'est là-bas tu vois les femmes. C'est pas notre place. Moi, s'il y a campagne, il y a élection, si tu ne mets pas dans le comité stratégique,
Il ne faut pas me mettre. Parce que je ne vais pas aller danser pour toi. Je ne sais même pas danser, donc je ne danserai pas. Donc je ne danserai pas pour toi. Donc c'est ça. Il faut que nous récupérions nos places. Nos places, c'est dans les postes de décision. Parce que la femme décide et elle décide objectivement. C'est ça nos places. Mais pour ce, il faut que nous soyons aussi très bien formés, la tête sur les épaules. Ce n'est pas en allant danser dans les boîtes, dans les maquis, que tu peux. Même si quelqu'un le fait, il va vite le regretter. Pourquoi il t'a nommé? Il va vite le regretter. C'est ça un peu. Je suis là. À la sortie de l'université, j'étais major de ma promotion. Et j'avais un enfant avec moi à l'université qu'on appelle bébé Campus. Bébé Campus. Bébé Campus, oui. J'étais aimée par toute l'université. Mais j'étudiais. Il y a des gens qui connaissaient mon enfant qui ne me connaissaient pas. Parce que mon problème, c'était les études. Et là, aujourd'hui, mon nom s'est immortalisé. Cette promotion qui est sortie, la 15e promotion de l'université de Kankan, porte mon nom. Ça, ce n'est pas... C'est-à-dire, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier pour qu'on ait ça aujourd'hui. C'est ça. Il faut qu'on accepte ça. C'est ce qu'on a planté, qu'on est en train de récolter actuellement. Alors, Madame Barry, sur le thème. Oui, sur le thème, je ne vais pas trop marcher sur les mots de ma grande dame. Ça devient un modèle pour moi, parce que quand je fais allusion à l'âge, nous ne pourrons que suivre leur allure. C'est clair. Les exemples surtout positifs qu'elle donne sur ce plateau, moi ça m'anime. Comme ce qu'elle vient de dire, il faudrait que nous les femmes, nous acceptons nos réalités. Il faudrait que nous nous consacrons beaucoup sur nos activités et ce que nous voulons devenir. Quand vous parlez aujourd'hui de l'autonomisation de la femme, moi je pense que c'est un défi que toute femme doit se lancer. Pour être autonome, ce n'est pas magique. Aujourd'hui par exemple, moi, je me suis mariée aussi, bon, je peux dire à l'âge de l'affleurage. Mais moi, je me suis plus concentrée sur les études et à mes enfants. J'ai fait mes enfants, j'ai jumelé ça en même temps que les études. J'ai pris le temps, voilà, j'ai pris le temps de vraiment faire le nombre d'enfants que je voulais. Et puis je les ai faits. Après un âge avancé, quand je les ai mis à l'école, là j'ai relancé encore la balle. Je me suis remise sur les deux pieds pour pouvoir essayer vraiment d'être autonome. De m'engager dans ce que je souhaite devenir. Et c'est dans ça aujourd'hui j'émerge. L'ONG par exemple que je pilote, c'est pour les jeunes filles surtout qui enfantent à l'école. À cause de ces enfants, elles abandonnent les études. Et là, elles sont déboussolées. Elles ne savent plus quoi faire. Donc, nous, souvent, nous les encourageons à faire des activités qui peuvent vraiment les aider à être autonomes. Parce que ce que vous venez de dire est une vérité absolue. On ne peut pas tendre la main tous les jours. Il faudrait que nous aussi, nous apprenions à donner. C'est ça la femme. Et quand vous regardez aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez dit, l'emplacement que les femmes doivent occuper au sein des administrations, moi je dis d'ailleurs que c'est la perfection des réalités. Quand vous regardez par exemple dans les ménages, la femme parle dans l'oreille de son mari et elle contribue à 80% des décisions de son mari. Donc ça doit être pareil au sein des administrations. Et souvent nous avons le monopole, nous avons le contrôle total de tout ce qui entoure les gens que nous les gens avec lesquels nous vivons. Aujourd'hui, quand vous regardez au sein de l'administration, vous, par exemple, vous occupez un poste stratégique. Vous avez eu le temps, vous avez eu l'audace de vous déguiser en une personne infiltrée pour aller voir quelles sont les solutions paisibles qui peuvent vraiment nous rapporter tout ce qui doit nous revenir de droit. Vous êtes parti dans un pays où vous n'étiez pas natif. Qu'est-ce qui vous a animé à faire ça? C'est pour vraiment pouvoir avoir toutes les solutions possibles pour qu'on puisse ne pas être dépendant d'autrui. Donc moi je pense que les femmes doivent se donner beaucoup de temps. Accepter de se former, comme l'a dit Madame Magasuba, surtout ça. Que ce soit à côté professionnel, que ce soit à métier, il faudrait que nous ayons tous des adresses. Parce que c'est là la vie. Il faudrait que nous ayons quelque chose sous la main avec lequel nous pouvons tirer le flambeau. Donc c'est avec ça que nous pourrons avoir certaines places où nous le souhaitons, surtout au sein de l'administration. Parce que la femme, elle se remet toujours en question de pouvoir faire à la perfection. Donc franchement, moi je pense que ce n'est pas mystique.
c'est pas secret, c'est de s'engager, c'est de se décider. Et une fois qu'on est dedans, on va arriver et on pourra vraiment atteindre les buts que nous devons décider d'arriver. Bonjour Kadeka, tes invités sont vraiment à la hauteur. Madame Odia, force spéciale à elle, Madame Odia du laboratoire. C'est une femme qui a toujours relevé les grands défis. Merci, c'est de la part de Youkaba, bien sûr, d'ici même de la maison RTG. Il y a une autre dame, Madame Touré Fatou Khalil aussi, qui est en train de nous suivre. Elle est inspirée par vos parcours, mais également par vous, Madame Odia. Vous nous inspirez toutes sur le plateau et même à l'extérieur. On sent que cette émission plaît à beaucoup de femmes et on espère que vous allez prendre exemple sur elles parce qu'elles ne se sont pas laissées faire. Et jusqu'à présent, elles ne se laissent pas faire. Donc ça veut dire que vous aussi, où que vous soyez, vous pouvez faire quelque chose, non seulement pour vous, mais pour la nation. Moi, j'aime bien le dire souvent, chacun peut un peu. On peut tous poser des actes positifs. On peut tous toucher notre communauté. On commence déjà par la communauté. On commence par l'entourage. On commence par le voisinage. Il y a des moments où vous cohabitez avec des gens, vous avez des voisins. Lorsque vous vous faites rare pendant 1 jour, 2 jours, ils commencent à s'inquiéter. Mais où est passée cette personne-là? Cette personne est où? Il y a longtemps, on ne l'a pas vue. Ce n'est pas parce que la personne vous aime forcément, mais parce que vous arrivez à l'impacter. Donc chacun peut un peu. On commence déjà par chez soi, même dans la propre famille. Souvent, il y a des personnes qui arrivent à se démarquer parmi les enfants d'une famille. Et ainsi de suite. Ça va à l'école. Ça quitte de l'école, ça va avec les amis, ensuite l'entourage. Et après, on se voit à des postes de décision. Donc, chères dames, franchement, ne restez pas les bras croisés parce que nous pouvons faire quelque chose. Et le pays là, franchement, si on se lève toutes comme une seule personne, on peut y arriver parce que nous avons droit aussi à l'égalité de chances. Moi, j'aime bien le dire. On parle d'égalité et tout. Moi, je parle plus d'égalité de chances. C'est quoi l'égalité de chances? Si vous avez, par exemple, 10 postes ministériels, si les hommes en ont 5, donnez la chance aux femmes aussi d'avoir 5. Ça fait l'égalité de chances. Donnez les mêmes chances et aux hommes et aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'on enlève le pouvoir aux femmes, non. Aux hommes, non. Ce n'est pas ça le cas. Mais la chance que vous avez, par exemple, d'atteindre des postes stratégiques, que vous nous donnez les mêmes chances de les atteindre. Moi, je pense que c'est normal. C'est tout à fait normal. On convoit les mêmes universités, nous suivons les mêmes cycles universitaires, les mêmes études. Mais pourquoi ne pas faire cette égalité de chances que vous venez de dire? Souvent, on étudie plus que vous. Mais bien sûr, voilà une des majeures de sa promotion. C'est voilà. Arrivé, avec une grande université comme Cancan. Oui, moi je pense que c'est le nom, que toute une promotion porte le nom de Serge. Je pense que le mot est bienvenu, une égalité de chances. Et je pense que le général l'a déjà compris avant nous. Il est en train de le mettre en vigueur et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous allons l'honorer. Parce qu'aujourd'hui, nous, les mouvements de soutien qui sont là, quand tu regardes la majorité, ce sont des femmes. Et nous voyons ce qui se passe dans les rues. Une femme comme moi qui promeut au sein de sa communauté, parce que moi je deviens une voix pour ma communauté. Là où lui il est au palais, il ne peut pas savoir ce qui se passe au sein de nos sociétés. C'est à travers une personne comme moi, comme vous, comme tout un chacun de nous, qui peut vraiment lui faire savoir ce que nous vivons, les réalités que nous avons au sein de nos communautés. Je pense qu'on ne doit pas perdre ce sens et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on doit l'accompagner. Exactement. Les braves, les pionnières, on fait avec du pouvoir, du changement. Avec le feu en main de Sékou Touré, ils l'ont fait. Certains même au risque de leur vie. Nous aussi, nous devons le faire avec le général Mamadi Doumbouya. Pourquoi pas nous? Parce qu'il faut rendre l'ascenseur. Bien sûr. Il a eu confiance aux femmes. Il a une détermination pour l'émancipation féminine, pour l'autonomisation des femmes. Quant à nous aussi de l'accompagner à tous les niveaux. La femme, c'est à nous de parler à nos maris, à parler à nos enfants. C'est nous qui couvrons toute la société. Société sans femme, non, ça ne peut même pas exister. Et surtout aussi, s'accentuer sur l'éducation de nos enfants. Parce que là, c'est un levier qui avait commencé à décliner. L'éducation civique de nos enfants commençait à disparaître. Donc, nous devons aussi beaucoup nous accentuer sur ça parce que c'est eux le futur après nous. Pour qu'ils entament nos pas, il faudrait qu'on leur donne un exemple. Avant ces femmes aujourd'hui, aussi belles intellectuellement que physiquement, on voit vraiment le sens de la journée internationale des droits de la femme. Parce qu'aujourd'hui, assez de femmes n'arrivent pas à comprendre. Elles pensent que la journée internationale de la femme, c'est partir danser, porter des uniformes. Alors que c'est un moment crucial de faire une étude comparative à ces actions par rapport à l'année précédente et à ce qui reste. Donc, vraiment, je pense que ces femmes-là, aujourd'hui, sont des modèles à suivre. Alors, j'ai envie de parler de ces défis-là.
ces défis que vous avez chacune dans son domaine. Mais bien avant, la dernière fois, vous rentrez de Kankan il n'y a pas longtemps. D'accord? Il y a eu l'implantation d'une antenne du côté de Kankan. Quel rôle jouera bien sûr ce laboratoire à l'intérieur du pays? Oh, ce Kankan, on parle de la Haute-Guinée. La Haute-Guinée, c'est la région par excellence de l'or. Ouais. Mais Kankan, c'est Sigiri, Kankan, Mandiana, il n'y a que des projets miniers et des sociétés minières. Ouais. Mais chaque fois, chaque jour quand je suis au bureau, je ne fais qu'autoriser les expéditions des échantillons à l'étranger pour des fins d'analyse. Et là, ça fait très mal. D'accord. C'est qu'au début, ce que j'ai pu faire, c'est de dire que je vous autorise, mais je suis en contact avec le laboratoire destinateur pour connaître les analyses que vous avez demandées et m'envoyer les résultats d'analyse. Ça fait au moins une base de données. Mais on a commencé à construire le laboratoire régional de Kankan depuis 2024. Jusqu'à présent, ça n'a pas fini. C'est en train de retarder à cause du paiement autre. Donc, mais je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis à tous les travailleurs du laboratoire national de la géologie, le moment est très opportun pour nous. On a un président qui connaît le secteur extractif, qui connaît le secteur minier. Il nous a envoyé un ministre avec son cabinet qui maîtrise le secteur administratif et qui ne nous impose pas les décisions. C'est ce qui est difficile. Quand tu es à la tête d'un service, mais des décisions viennent d'ailleurs. C'est très compliqué, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais nous, même s'il y a un partenaire qui vient, le ministre dit non, allez-y voir le DG du laboratoire. Donc, ça te donne le plein pouvoir d'exécuter aussi la tâche régalienne qu'on t'a confiée. Donc, chaque fois on autorise, je dis non, ça ne peut pas continuer. Malgré que le labo n'est pas complètement fini, l'infrastructure n'a pas fini, mais je peux faire un peu de génie, occuper quelque chose là-bas et commencer au moins à faire le traitement mécanique, la première activité. Je peux faire l'échantillonnage. Et si nous faisons l'échantillonnage, on peut faire le conditionnement et le pays qui doit accepter ces échantillons pour les fins d'analyse aura affaire avec l'État, mais pas avec les miniers. Donc nous sommes allés à Kankan depuis le jeudi dernier. Il y avait déjà un hangar qui était implanté. J'ai dit, ce hangar-là, je peux l'utiliser pour installer les équipements. Ça, c'est le génie créateur. Au début, mes cadres m'ont dit, DG, est-ce que cela est possible? Je vous dis, je vous donne 2 semaines. Je vais transformer ce hangar-là en un mini-laboratoire, installer les équipements et les faire fonctionner. Je suis allé moi-même à Kankan. J'ai fait au moins 8 jours à Kankan. Mais parfois, je quittais le site à 2h du matin. Parce que je me suis dit que le jeudi, je vais faire le lancement. Les gens disent non, déjà, tu ne peux pas. Tu dois faire le lancement le jeudi. J'ai transformé les cadres qui m'ont accompagné à des menuisiers, à des chaudronniers, même à des peintres. Chacun peut. Je dis, nous tous ici, on va porter pantalon, on va travailler. Mais je vous avoue qu'on a fait ce lancement le jeudi. Nous avons installé les équipements. On a appelé les autorités locales. Ils ont venu faire ce lancement avec nous. On a appelé les mini. On les a dit désormais, c'est ici on va faire le conditionnement. Et moi je sais, en faisant le conditionnement, les miniers, ce ne serait pas eux maintenant qui doivent envoyer à ces laboratoires à l'étranger pour des fins d'analyse. Et cette première activité ne durera pas longtemps parce que nous allons aller jusqu'à la sortie des résultats. Déjà, on a tous les équipements. Mais déjà, c'est l'employabilité, parce qu'après, c'est des gens aussi qui vont travailler. Mais imagine, les jeunes de Kankan, le gouverneur, le préfet se sont exprimés. Je me dis non, ça c'est pour Kankan. Exactement. Parce que, d'abord, moi, quand je faisais l'université, tu imagines, chimiste, on faisait de la chimie, mais on faisait que de la théorie. Tu pouvais faire la chimie, on te parle de la source caustique, de l'acide nitrique ou bien autre chose, mais tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas comment il faut l'utiliser. Mais aujourd'hui, l'université de Kankan a cette sens de lier la pratique à la théorie. Et ces jeunes sortants ont la chance de venir faire leur stage. Quant à eux, de se confirmer à travers leur courage. J'ai lancé ce message. Je ne compte pas prendre quelqu'un qu'on a créé pour venir ici. Vous allez faire votre stage. Si vous vous confirmez, nous vous gardons. Ça fait de l'emploi. Et cela aussi peut aider le président de la République. C'est clair. Donc, ça, on a fait le jeudi. Et là, ce mini-laboratoire, c'est un très joli laboratoire
qui a déjà tous les équipements pour un démarrage. Bon, quand on va quitter Komandaya, on va aller à Kankan. On va aller à Kankan. Et puis je t'envoie aussi à Boké parce qu'on a un laboratoire à Kamsa pour la bauxite, à proximité des sociétés minières. On a un laboratoire à Kamsa. Tout ça là, ça a été créé grâce au ministre, mais sous la clairvoyance du président de la République. Parce que réellement que le Guinéen lambda profite du secteur minier. Depuis notre enfance, on n'était même pas né, on ne fait qu'exporter, exporter. Et là, il est en train de se battre aussi pour la transformation locale. Et là, ça offrira de l'argent et de l'emploi. On va commencer par peut-être semi-industriel, on va quitter de la bauxite à l'alumine, de l'alumine à l'aluminium. Et cette transformation locale va nous éviter d'envoyer toujours la chose à l'état brut. Et Kankan va fonctionner. Kankan, c'est de l'or. Et là, je compte remplir les caisses de l'État à travers Kankan. On y croit. Ah oui, ça va se passer. Juste un petit accompagnement de l'État. Et puis moi, j'ai toujours dit ça, que l'État, ça c'est quoi un labo géologique, qu'ils acceptent de l'accompagner pour qu'il soit vraiment performant. Qu'ils acceptent de l'accompagner pour qu'il soit accrédité aux normes 17025. Qu'il soit autonome. Et après ça, le laboratoire contribuera plus que les impôts. Mais il fera plus que les douanes. Avec toutes ces initiatives. Oui, ils vont nous accompagner. Et là, c'est sur cette plateau-là qu'on viendra vous inviter pour le lancement de toute la série d'analyses. Je suis en train de on va se battre pour que le laboratoire, la partie chimique, soit rendue avant quelques mois. Et puis, parce qu'on a tous les équipements. On a tous les équipements, donc nous sommes prêts. Si vous le dites, on a confiance. Vous allez rajouter. J'ai envie qu'on continue cette émission. Oui, rapidement, allez-y, avant qu'on moi, je pense que nous retournons. Bon, nous ne retournons pas, mais nous essayons d'entamer les pas du feu Ahmed Sékou Touré. À son époque, qui avait plusieurs raffineries, qui avait plusieurs usines. Aujourd'hui, vous en faites la même chose. Moi, je pense que ces autres ministres, surtout femmes comme vous, doivent entamer vos pas et essayer d'être réalistes comme vous. Essayer de mettre le nécessaire, surtout la matière première, pour pouvoir vraiment essayer d'accéder, essayer de décortiquer nos matières premières que nous avons chez nous. Ça va créer de l'employabilité, ça va permettre à ces personnes qui sont dans ce secteur de pouvoir vraiment réaliser, comprendre et maîtriser la confection et la décortication complète de la matière qu'ils utilisent au sein de leur administration. Moi, je pense que vous êtes un modèle. Vous n'êtes que et aujourd'hui, pour le moment, elle est directrice du laboratoire. Imaginez si elle était ministre. C'est pas le poste qui commence. Non, mais imaginez si elle était ministre. Non, elle aurait fait moi, je sais qu'elle aurait fait beaucoup. Actuellement, elle fait son travail. Ce qu'elle a dit, c'est une réalité. Elle-même, elle est l'État. Nous tous, nous devons nous voir comme un membre de l'État. Parce qu'il faudrait que nous ayons une pensée positive pour pouvoir avoir des contributions positives au sein de nos États. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'occuper un poste de haut niveau pour pouvoir faire ce qu'elle est en train de faire. Moi, je pense que si on la facilite d'amener, de pouvoir vraiment exercer, travailler au sein de son département librement, c'est ce qui lui donne la force de pouvoir vraiment émerger au sein de laboratoire. Elle n'est plus invitée, elle se transforme en chroniqueuse en même temps. C'est la vérité. Ça m'anime en fait. Quand je vois ça, ça me donne plus le courage de faire un deuxième livre, par exemple, de ce que je viens d'écrire, Pionnière du pouvoir, trajectoire des femmes en politique. C'est pas juste une œuvre de politique, mais c'est un modèle de suivi pour que les femmes puissent se référer à ce livre, pour pouvoir être autonomes, pour pouvoir diriger des postes de responsabilité de haut niveau sans crainte, avec une détermination totale. Donc franchement, je souhaite que votre message passe, que ces femmes qui occupent ces postes de haut niveau puissent en tirer plus de femmes pour que nous aussi on ait la place comme vous ou plus que vous de pouvoir réaliser certaines choses que vous n'aurez pas la chance de faire. Moi, je pense que quand deux invités se complimentent, ça le fait. Hein? Concours, tu as une dernière question avant de continuer. Je disais qu'avant, beaucoup de personnes critiquaient l'exportation de nos ressources minières à l'extérieur, mais ne savaient pas vraiment l'impact que cela causait à la population, au pays. Mais aujourd'hui, grâce à la directrice, assez de personnes comme nous ont eu une explication claire là-dessus. Maintenant, moi, j'aimerais savoir quelles sont les principales activités qui sont menées au Laboratoire national de la géologie. D'accord. Le Laboratoire national de la géologie, d'abord, a un caractère scientifique, mais aussi commercial. Parce qu'on est prestataire de services. Nous sommes créés pour aider l'État à connaître d'abord, c'est le premier rôle que nous jouons, permettre à l'État de connaître ce qui se passe réellement dans nos minéraux. Et puis accompagner
le ministère du Budget, à travers ces deux grandes directions, douane et impôts, pour qu'ils calculent très bien ce qu'ils font. C'est-à-dire, au niveau des taxes minières, ils utilisent les données des sociétés, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que ce soit l'État, le laboratoire national, qui les fournisse ça. Comme ça, il y aura un calcul net. Quant à l'administration fiscale, on a commencé. Ça m'a beaucoup plu. Quand ils viennent maintenant nous demander certaines choses, je dis non, je suis à l'aise avec ça. Et puis ça me pousse à travailler. Ça me pousse encore à travailler plus. Quand l'administration fiscale vient me demander des choses pour calculer le prix de référence de la bauxite, ça me met à l'aise. Parce que ça, je sais ce qui se passe dans ce secteur. Je connais, donc ça me met à l'aise. À côté de ça, nous faisons des prestations, nous faisons des analyses. Pas seulement pour les minéraux, mais aussi pour l'eau. L'eau de tout type, pour l'eau. Normalement, on peut accompagner aussi la SONAP pour les hydrocarbures. Ce que nous attendons pour aller vers la SONAP, c'est d'abord avoir la certification. Quand on a la certification, on va proposer ce partenariat à la SONAP. Au lieu qu'ils appellent d'autres partenaires qui vont aller avec l'argent de la Guinée, on peut le faire à leur place. Parce que le national, quand il a tout ce que nous faisons, on évalue en devise, en dollars. Et vous imaginez, quand il y a beaucoup de dollars dans les caisses de l'État, ça valorise notre monnaie locale. Carrément. Donc, non. Souvent, j'aime le dire, on ne se limite pas aux minéraux. Parce qu'on a un caractère commercial. Mais ce qui peut nous arrêter, qui peut nous freiner, c'est lorsque nous n'avons pas les équipements adéquats. Donc, il faut qu'on ait tous les équipements, que nous soyons vraiment compétitifs pour pouvoir faire tout ce que les autres le font à notre place. Si j'avais la possibilité, j'aurais étalonné cette émission jusqu'à 14h, mais malheureusement, la télé, c'est une histoire d'heures. Elles sont synonymes de bravoure. Elles sont bien sûr courageuses, déterminées, mais surtout, elles sont des modèles, épouses et en même temps mères de famille. Nous avons reçu respectivement Madame Odia Magasuba et Madame Barry Assanatou. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir sur ce plateau à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venu sur ce plateau. Excellente fête à vous et surtout très bonne chance dans vos domaines respectifs. Elles étaient avec moi. Kani, Djaray et Buntourabi étaient côté caméra. Bien sûr, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont à l'honneur. La réalisation était assurée par Mansari, mais également Marly Tekeray était bien sûr du côté du son. Chef Binta, merci beaucoup pour la réalisation globale. On va vous le dire comme ça. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci d'être fidèles au programme de la télévision nationale. Pour le rendez-vous de cette émission Zénith sur Koloma, ça sera le lundi, mais cette fois-ci avec Ismaël Mamadi Kamara. Massa Karim, merci pour la fidélité et on se retrouve à partir de 16h dans l'émission La Team des 6 et retrouvez-moi le week-end prochain. Ça sera vendredi et samedi au compte de cette même émission Zénith sur Koloma. Merci encore, chère dame, d'être venue. Merci. L'émission est terminée, mais vous nous permettez une minute. Au moins, on va remercier les uns et les autres. Oui. Parce que cette fête de 8 mars, moi, je souhaiterais qu'on la transforme autrement. Qu'on quitte dans les folklores, dans les mamayas. On peut organiser les débats entre nous, les femmes. Nous pouvons aider les autres. On leur donne les sages conseils. Comment il faut parvenir. Vous savez, le circuit il est long, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut se fixer les objectifs et être persévérant. Super. La persévérance, elle paye. Merci. Et nous remercions le général d'armée. On ne finira jamais de le remercier pour sa détermination, pour l'accompagnement des femmes de toute la Guinée, toute la nation. Et nous sommes de ses côtés. Chaque fois qu'il se reverra, il verra les femmes guinéennes derrière lui. Et nous, les femmes, quand on tient quelqu'un, nous sommes ses mamans, ses soeurs, ses épouses. On va le supporter jusqu'à ce que toute la Guinée soit vraiment émergente. Merci et à ce que son objectif soit atteint. Et là, pour ça, il va continuer à mettre les femmes à des postes de décision. Nous allons le mériter. La femme, c'est la confiance. Merci beaucoup. Donc, merci à vous d'être beaucoup. resté. Merci à vous également, Madame Barry. Je pense qu'elle a déjà tout dit. Oui. Nous devons sortir de ce folklore. Nous devons plus nous accentuer sur des meetings ou des formations ou ouvrir des débats ouverts là où chacun de nous aura l'opportunité de s'exprimer, expliquer nos besoins, expliquer nos difficultés pour qu'on puisse vraiment s'épauler. Parce que là, il faudrait que nous nous joignions les mains pour pouvoir arriver au bout. Merci beaucoup. Nous remercions le président. Nous n'arrêterons jamais de le remercier. Nous sommes de cœur avec lui
Et franchement, nous l'accompagnerons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Commencez par la directrice générale, bien sûr, de la RTG, Mme Makeme Bamba. On vous dit merci. Et également à toutes ces autres femmes. Après moi, à partir de 13h tout de suite, pour l'édition de 13h, vous aurez Oumourissa Touré pour cette édition d'information. Prenez soin de vous. Excellent suite de programme en compagnie de la télévision nationale. Et merci surtout à Bangali Kondé qui a organisé tout cela pour que tout cela puisse vous paraître sur la télévision nationale. Au revoir et à très bientôt.